Je suis assis en face de deux hommes en uniforme kaki, une table pliante entre nous, et je n'arrive pas à détacher mon regard de la porte derrière eux, parce que j'ai besoin de voir toutes les sorties, et la fenêtre est trop petite, et il n'y a qu'un seul chemin pour s'enfuir, et mes mains n'arrêtent pas de trembler. Le plus petit, son badge indique Ranger de district Kowalski, n'arrête pas de me demander de ralentir, de reprendre depuis le début, mais je saute sans cesse en avant, au moment où le cadre de la porte s'est brisé, et comment le son ne ressemblait pas du tout à du bois qui casse, plutôt à des os qui craquent, et l'odeur qui est entrée avec, bon sang l'odeur, comme une carcasse sur la route, et du soufre, et quelque chose de si vieux que ça n'avait pas de nom. Il note tout, mais je vois bien qu'il a déjà décidé que je mens, ou que je suis fou, ou les deux, et l'autre, un agent de la faune, dont je n'ai pas retenu le nom. Il ne fait même plus semblant d'écouter. Il fixe juste mes mains, qui n'arrêtent pas de trembler, et je veux leur parler de la fusée éclairante, de la façon dont le magnésium a brûlé si vivement qu'il a laissé des images rémanentes de la silhouette de la chose sur mes rétines pendant 3 jours. Mais chaque fois que j'essaie d'expliquer, ils échangent ce regard. Ce regard qui veut dire « il faut l'emmener à l'hôpital ». Et je pense aux 12 douilles de fusil vides sur le plancher de la cabane et au fait qu'aucune n'a servi à rien. Que la seule raison pour laquelle je suis en vie, c'est parce que j'ai tiré une putain de fusée de signalisation routière sur un cauchemar de 2,50 m et qu'il a hurlé. Mon Dieu, ce qu'il a hurlé. Et qu'il est retourné en courant dans les Kiamichi. Et maintenant, ils me disent qu'ils ont inspecté le poste et n'ont rien trouvé. Pas de dégâts à la porte, pas de traces, rien. Mais je sais ce que je sais, et je sais que cette chose a franchi cette porte à 1h23 du matin, et je sais que la fusée éclairante est la seule raison pour laquelle je suis assis ici, au lieu d'être traîné en morceaux dans les montagnes. Laissez-moi reprendre depuis le début, parce que c'est ce qu'ils veulent, et peut-être que si j'arrive à raconter ça dans l'ordre, ils comprendront pourquoi je ne pourrai jamais y retourner, pourquoi j'ai demandé ma mutation avant même d'avoir quitté l'hôpital. Il y a 3 semaines, j'étais assis dans le bureau du district de Washita à Talihina, recevant ma mission du superviseur Carson, et j'étais vraiment enthousiaste, parce que ça faisait 2 ans que je demandais un poste en solo en pleine nature. J'avais fait de l'entretien de sentiers et de la gestion de terrains de camping, surtout à surveiller des étudiants bourrés à Cedar Lake le week-end, et je voulais du vrai travail de rangée, le genre où l'on gère réellement la nature sauvage au lieu de nettoyer des foyers de camp. Carson a fait glisser une carte topographique sur son bureau et a tapé sur un point au cœur de la Kiamichi Wilderness, à environ 18 miles au nord de la bifurcation de Onobia, en disant que l'ancien poste de surveillance de Billy Creek avait besoin de quelqu'un pour une rotation de 2 semaines. Le ranger précédent, un type nommé Sullivan, avait terminé sa mission avec 3 jours d'avance, prétextant une urgence familiale. Et maintenant, ils avaient besoin de quelqu'un pour couvrir avant la prochaine rotation prévue. Quelque chose dans la façon dont Carson l'a dit m'a fait tiquer, m'a poussé à demander s'il y avait un problème avec le poste. Et il a juste haussé les épaules et dit que Sullivan approchait de la retraite, qu'il voulait probablement juste être chez lui. J'ai accepté la mission parce que j'avais 28 ans, que j'étais stupide et que je croyais savoir ce que signifiait la nature sauvage. Le trajet a duré 4 heures parce que la Forest Road 6032 se transforme en chemin de gravier après les 6 premiers miles, puis en piste défoncée sur encore 8 miles, serpentant à travers une forêt de pins et de chênes de seconde pousse si dense que la canopée transforme le milieu de journée en crépuscule. J'ai traversé Onobia
vers 11 heures du matin. Je me suis arrêté à la station-service qui fait aussi office de bureau de poste, et la femme derrière le comptoir, peut-être 60 ans avec des cheveux gris tirés en un chignon serré, a regardé mon uniforme de rangée et m'a demandé où j'allais. Quand je lui ai dit que j'allais au poste de Billy Creek, elle a arrêté d'encaisser mon café et m'a juste fixé pendant peut-être 5 secondes de trop. Elle a dit que Sullivan était passé 3 jours plus tôt, conduisant comme si le diable était à ses trousses, qu'il ne s'était même pas arrêté pour prendre de l'essence, et que lorsque son mari avait essayé de lui faire signe, Sullivan avait continué sa route. J'en ai ri, j'ai fait une blague sur le fait que Sullivan était pressé de rentrer chez lui, mais elle n'a pas ri en retour. Elle a juste dit de faire attention là-haut, que les gens du coin de Honobia n'allaient pas dans cette partie des Kiamichis après la tombée de la nuit, et ce depuis des années. Pas depuis que la famille Jamison avait disparu en 2009. Je connaissais l'affaire des Jamison. Tous les policiers de l'Oklahoma la connaissaient, toute une famille volatilisée sur une route de montagne à environ 40 miles à l'ouest d'ici. Leur camion retrouvé abandonné avec leurs chiens morts de faim à l'intérieur. Les corps n'ayant été retrouvés que 4 ans plus tard. Je lui ai dit que tout irait bien, que j'avais une radio, un .45 et beaucoup d'expérience. Et elle a juste hoché la tête lentement et a dit qu'elle espérait que ce serait suffisant. Les 6 derniers miles jusqu'au poste ont été les pires de ma vie de conducteur. Des routes forestières si étroites que les rétroviseurs du camion raclaient les branches de pin des 2 côtés et j'ai dû m'arrêter 2 fois pour dégager des arbres morts du sentier. Mon GPS a perdu le signal vers le 14e mile et après ça, je naviguais grâce au point de repère que Carson avait noté, cherchant le chêne fendu par la foudre, puis le passage du ruisseau où le pont avait été emporté en 2019, puis le virage juste après l'éboulement qui avait détruit l'ancien sentier. J'ai trouvé le poste juste avant 2 heures de l'après-midi, une petite cabane d'environ 6 mètres sur 6 avec un porche couvert, des panneaux solaires sur le toit et un abri pour le générateur à l'arrière. La clairière entière ne devait pas faire plus de 40 mètres de large, entourée de pins et de chênes si denses que je ne pouvais pas voir à plus de 5 mètres dans les arbres. J'ai garé le camion face à la sortie, par habitude, et je suis resté assis là 1 minute, juste à regarder l'endroit. La cabane avait l'air assez solide, des rondins calfeutrés avec du ciment frais, un toit en tôle, de bons volets aux fenêtres, mais quelque chose clochait, d'une manière que je ne saurais décrire. La forêt était trop silencieuse, pas de chant d'oiseaux, pas de jacassement d'écureuils, juste le vent dans les branches supérieures et le son lointain de Billy Creek, peut-être à 400 mètres en contrebas. J'ai déchargé mon équipement, 2 semaines de nourriture, de vêtements, de matériel de surveillance, la radio portable, des piles de rechange, mon ordinateur portable personnel, un chargeur de téléphone même s'il n'y avait aucun réseau, et mon Ruger .45 avec 3 boîtes de munitions. L'intérieur de la cabane était basique, un lit superposé contre un mur, un petit coin cuisine avec une cuisinière au propane, une table et 2 chaises, et un bureau avec le matériel de surveillance, les relevés de la station météo et un journal de bord où les rangers consignaient leurs observations quotidiennes. J'ai feuilleté le journal et trouvé la dernière entrée de Sullivan datant de 8 jours, juste des notes météo, de routine, température, vitesse du vent, rien de remarquable, mais l'écriture semblait tremblante par rapport à ses entrées précédentes, les lettres devenant progressivement plus grandes et moins contrôlées. Sa dernière entrée disait simplement « Pars plus tôt, situation familiale, poste sécurisé », et c'était tout. Je me suis dit qu'il faudrait que je lui en parle, en rentrant à Talihina. Les 3 premiers jours furent exactement ce que j'avais espéré, de la vraie gestion de la nature sauvage. Une solitude pure, le genre de travail qui vous rappelle pourquoi vous êtes devenu ranger. J'ai parcouru les sentiers locaux pour vérifier les dégâts, dégager quelques arbres morts, mis à jour les balises,
prélever des échantillons de sol dans le ruisseau pour le programme de surveillance de la qualité de l'eau, enregistrer les données météo toutes les 6 heures et passer les soirées à lire à la lumière de la lanterne. Les panneaux solaires maintenaient les batteries suffisamment chargées pour le matériel de surveillance et une lumière, et j'utilisais la cuisinière au propane pour cuisiner, gardant tout simple et silencieux. L'isolement me faisait du bien, me purifiait, comme si j'étais enfin loin du bruit et des politiques du bureau principal. J'ai vu beaucoup d'animaux sauvages, des cerfs chaque matin et soir, un ours noir au loin le 2e jour, des dindons grattant dans la clairière au crépuscule, et j'ai tout consigné dans le journal de bord, avec la satisfaction de quelqu'un qui fait enfin son travail correctement. Mais même alors, pendant ces premiers jours où tout semblait normal, je n'arrêtais pas de remarquer des petits détails qui ne collaient pas tout à fait, des détails qui n'auraient de sens que plus tard, quand je comprendrais avec quoi je partageais la forêt. Les traces sont apparues le matin du 4e jour, juste après qu'une légère pluie, la nuit précédente, ait ramolli le sol autour de la clairière. Je les ai trouvées près de l'abri du générateur, une seule ligne d'empreinte allant de la lisière des arbres à l'abri, puis revenant, et elle clochait de toutes les manières possibles. Trop grande, peut-être 43 cm de long et 20 de large, plus profonde au talon, comme une démarche bipède lourde, 5 orteils, avec ce qui ressemblait à des marques de griffes ou d'ongles aux extrémités. Je suis resté là à les regarder pendant 5 bonnes minutes, passant en revue tous les animaux que je connaissais, essayant de les faire correspondre à un ours ou à autre chose. Mais les traces d'ours ne ressemblent pas à ça, ne montrent pas ce genre de progression talon-pointe, ne mesurent pas cette largeur au milieu du pied. J'ai pris des photos avec mon téléphone, les ai mesurées avec un mètre ruban, pris des notes détaillées et essayé de me convaincre que c'était une empreinte d'ours déformée par le ruissellement de la pluie. Peut-être des empreintes qui se chevauchaient et créaient une fausse impression. Mais j'avais vu des centaines de traces d'ours, et ce n'étaient pas des ours. Et quelque part, au fond de mon esprit, je savais exactement à quoi elles ressemblaient, même si je ne pouvais pas encore le dire à voix haute. J'ai passé cet après-midi à vérifier le périmètre de la clairière, à la recherche d'autres traces, et j'ai trouvé 3 autres endroits où la chose, quelle qu'elle soit, s'était approchée sous différents angles, s'arrêtant toujours juste à la lisière des arbres, ne se montrant jamais complètement à découvert. Le schéma suggérait une surveillance, quelque chose qui encerclait le poste, l'étudiait, et cette pensée m'a donné la chair de poule d'une manière que je ne pouvais pas rationaliser. Je me suis dit que c'était probablement juste un ours curieux, que j'interprétais trop le comportement normal d'un animal. Mais je me suis aussi surpris à vérifier les portes et les fenêtres de la cabane plus attentivement cette nuit-là, m'assurant que tout était verrouillé. Et j'ai gardé le .45 sur la table, à côté du lit, au lieu de le laisser dans mon sac. Les bruits de la forêt semblaient plus forts cette nuit-là, des branches qui craquaient dans un vent qui n'aurait pas dû être assez fort pour les faire bouger. Et 2 fois, j'ai cru entendre des pas sur le porche, lourds et délibérés. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, il n'y avait que l'obscurité et le bord de la clairière, dans la faible lueur des fenêtres de la cabane. Le 5e jour a commencé assez normalement, relevé météo du matin, petit déjeuner, une boucle prévue de 6 miles pour vérifier les balises sur le Billy Creek Trail. Mais je n'arrivais pas à me défaire de la sensation d'être observé. La sensation a commencé à environ 1 mile de la cabane, une conscience picotante à l'arrière de mon cou, le genre d'instinct de proie qui vous dit que quelque chose vous prête attention. Je n'arrêtais pas de m'arrêter pour scruter la forêt, écouter, mais je ne voyais rien d'autre que les pins et les chênes habituels, le sous-bois épais de lauriers des montagnes, et de fougères, les bruits normaux du vent et de l'eau lointaine du ruisseau. Vers midi,
Je me suis arrêté pour déjeuner à un endroit où le sentier traverse une petite crête avec de belles vues à l'est vers les Winding Stair Mountains. Et c'est là que je l'ai entendu pour la première fois. Un son qui ne correspond à aucune base de données sur la faune que j'ai jamais étudiée. Il venait d'environ 300 mètres au nord, plus profondément dans la nature sauvage. Une vocalisation qui a commencé basse et gutturale, comme le grognement d'un grand prédateur, mais qui est ensuite montée dans les aigus, pour devenir quelque chose entre un hurlement et un cri, se maintenant pendant peut-être 4 secondes, avant de s'arrêter brusquement. Je suis resté là, figé, une barre de céréales à mi-chemin de ma bouche, tous les poils de mes bras dressés, et j'ai essayé de l'identifier. Pas un loup, il n'y a pas de loup en Oklahoma. Pas un coyote, pas du tout le bon registre. Pas un puma, bien que le cri ait des éléments du cri d'un grand félin. Pas un ours, trop soutenu et aigu. Rien dans ma formation ou mon expérience ne correspondait. J'ai marqué ma position sur ma montre GPS, noté l'heure à 12h17, et suis resté là à écouter pendant peut-être 15 minutes, mais le son ne s'est pas répété. La forêt était devenue complètement silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Ce genre de silence profond qui signifie que tous les autres animaux ont décidé de se cacher. J'ai envisagé de marcher vers la source, d'enquêter, de faire le vrai travail de rangée que j'étais censé faire. Mais quelque chose au fond de mes tripes me disait absolument pas, me disait que me diriger vers ce son serait la dernière erreur que je ferais. Je suis retourné au poste à la place, marchant plus vite que nécessaire, regardant par-dessus mon épaule plus que je ne voulais l'admettre. Et j'ai essayé de me convaincre que c'était juste une vocalisation inhabituelle d'ours, ou peut-être un grand cerf pendant le rut, quelque chose d'explicable et de normal. Mais j'avais entendu des ours et des cerfs toute ma vie, et ce son n'était ni l'un ni l'autre. Et une partie primitive de mon cerveau le savait même, si je n'étais pas prêt à accepter ce que cela signifiait. Je suis rentré à la cabane vers 3h de l'après-midi et je suis immédiatement allé à la radio pour signaler les traces et la vocalisation, protocole pour toute observation inhabituelle de la faune. Mais quand j'ai appuyé sur le micro et essayé de joindre le bureau de Taliina, je n'ai eu que de la friture. J'ai vérifié les connexions, les niveaux de batterie, essayé différentes fréquences, mais la radio qui fonctionnait parfaitement depuis 4 jours était maintenant complètement morte, et je ne comprenais pas pourquoi. La batterie affichait une charge aux 3/4. Tous les voyants étaient verts, mais chaque canal ne faisait que cracher un bruit blanc. J'ai passé 1 heure à essayer de dépanner, vérifiant les connexions de l'antenne, essayant les fréquences d'urgence, démontant même l'unité entière pour chercher des fils débranchés, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Dans mes notes, j'ai écrit « Panne radio, cause inconnue, dépannage à poursuivre ». Mais je commençais déjà à comprendre que les pannes d'équipement par ici n'étaient peut-être pas aléatoires, qu'elles faisaient peut-être partie d'un schéma que je ne voulais pas voir. Cette nuit-là, j'ai entendu les coups dans le bois pour la première fois, et si vous ne les avez jamais entendus, vous ne pouvez pas comprendre à quel point ils sonnent peu naturels, à quel point ils semblent anormaux. Ça a commencé vers 21h, juste après la nuit noire. 3 craquements secs en succession rapide à une centaine de mètres au sud de la cabane. Le son de quelque chose de grand, frappant un tronc d'arbre avec une force incroyable. Crac, 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 précis et régulièrement espacé. Puis silence pendant environ 2 minutes, puis 3 autres coups venant d'une direction différente, nord-ouest cette fois. Je me tenais à la fenêtre avec le .45 à la main et j'écoutais les coups se déplacer autour de la clairière en un lent cercle, restant toujours juste hors de vue dans les arbres. Et j'essayais de me dire que c'était juste des arbres qui tombaient ou des branches qui cassaient. Mais les arbres ne tombent pas avec ce genre de rythme. Et les branches ne cassent pas à des intervalles parfaits. Le schéma a continué pendant environ 20 minutes, encerclant le poste dans le sens des aiguilles d'une montre.
3 coups, puis silence, puis 3 autres coups d'une nouvelle position. Et j'ai suivi le mouvement sur une carte approximative que j'ai dessinée, observant la progression, et j'ai réalisé que ce qui faisait ces bruits encerclait délibérément la clairière à une distance constante, se déplaçant avec une intention et une intelligence qui faisaient trembler mes mains. J'ai pensé à mon camion, à tout charger et à partir sur le champ. Au diable la mission et au diable les 9 jours restants. Mais la Forest Road 6032 de nuit serait suicidaire. Toutes ces ornières, ces ravines et ces arbres morts à peine gérables en plein jour. Je me serais presque certainement enlisé ou j'aurais eu un accident. Et être piégé dans un camion en panne dans cette forêt me semblait infiniment pire que de rester dans la cabane avec ses murs solides et sa porte verrouillable. Alors j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait. J'ai vérifié chaque loquet de fenêtre 2 fois. J'ai poussé la table contre la porte comme une barricade. J'ai chargé le .45. J'ai chambré une balle et je l'ai posée sur le bureau à portée de main. Et j'ai essayé de dormir, pendant que les coups continuaient dehors, se déplaçant dans leur lent cercle délibéré, me marquant, m'étudiant, me faisant savoir que j'étais encerclé. J'ai compté les coups jusqu'à ce que je perde le fil quelque part après 200. Et à un moment donné, l'épuisement a gagné et je suis tombé dans un sommeil léger, rempli de cauchemars, où j'étais poursuivi à travers une forêt sombre et sans fin par quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais entendre respirer derrière moi, se rapprochant à chaque pas. Le 6e jour a commencé avec plus de traces, des fraîches tout autour de la clairière, encerclant la cabane à environ 6 mètres. Et quand je les ai mesurées, c'étaient les mêmes empreintes de 43 cm. Mais maintenant, il y en avait des dizaines, se chevauchant par endroits, montrant que ceux qui les avaient faites avaient passé des heures à marcher autour du poste pendant que je dormais. J'ai tout photographié, mesuré la longueur de la foulée à 1,80 m ou 2,10 m selon le terrain, noté la profondeur des empreintes, suggérant quelque chose d'extrêmement lourd, probablement 200 à 250 kg minimum, et j'ai essayé de maintenir une objectivité scientifique même si mes mains tremblaient tellement que les photos étaient floues. Le schéma de la foulée montrait une démarche bipède, le talon frappant en premier puis déroulant vers les orteils, exactement comme une marche humaine mais à une échelle cauchemardesque. Et à 3 endroits distincts, j'ai trouvé où la chose s'était arrêtée et était restée là. Des traces profondes et parallèles, faisant face aux fenêtres de la cabane, observant. J'ai passé la matinée à essayer de réparer la radio, à lancer des diagnostics, à changer les batteries, à vérifier chaque connexion, et j'ai finalement sorti mon téléphone pour enregistrer un journal vidéo puisque la radio était morte. J'ai commencé à tout documenter en vidéo, les traces, les mesures, mes observations, constituant un dossier au cas où quelque chose m'arriverait, et j'étais en train de décrire les vocalisations depuis peut-être 4 minutes quand l'écran de mon téléphone a vacillé et s'est éteint. Il est devenu noir, sans avertissement, sans alerte de batterie faible, juste mort. J'ai vérifié l'indicateur de batterie et il affichait 73% de charge, mais le téléphone ne répondait à rien, ni au bouton d'alimentation, ni à une réinitialisation forcée. Rien ne fonctionnait. Je l'ai branché sur la batterie solaire et le voyant de charge s'est allumé, mais le téléphone est resté noir. Et j'ai commencé à comprendre que ce qui était là dehors avait une sorte d'effet sur l'électronique, une sorte d'interférence ou de champ que je ne pouvais pas expliquer, mais que je ne pouvais pas ignorer. Dans mon sac, j'avais un petit enregistreur vocal numérique que j'avais apporté pour des notes personnelles, et je suis passé à ça, documentant tout verbalement. Et cet appareil fonctionnait bien, sans interférence, ce qui suggérait que le problème était spécifique à certaines fréquences ou technologies.
Le temps a tourné cet après-midi-là, des nuages arrivant de l'ouest, la température chutant de 8 degrés en 1 heure, et à 17 heures, il pleuvait fort. Une pluie froide et continue qui a transformé la clairière en boue et rendu la forêt encore plus sombre que d'habitude. J'ai rentré du bois de chauffage supplémentaire, sécurisé les volets du côté exposé au vent et me suis préparé pour une longue nuit humide. La pluie aurait dû être réconfortante, aurait dû couvrir tous les bruits extérieurs. Mais au lieu de cela, elle a tout aggravé, car maintenant je ne pouvais plus entendre ce qui se déplaçait là-dehors. Je ne pouvais pas entendre de pas, de coups ou de branches qui cassaient, juste le tambourinement constant de la pluie sur le toit en tôle. Et mon imagination comblait le silence avec des choses pires que ce que la réalité pouvait offrir. J'ai essayé de lire, essayé de faire l'entretien de routine de mon équipement, essayé n'importe quoi pour garder mon esprit occupé. Mais je n'arrêtais pas de fixer la porte et les fenêtres et de me demander quand ça reviendrait. Parce que je savais, avec une certitude absolue, que ça reviendrait, que ce qui avait encerclé le poste pendant 2 nuits n'en avait pas encore fini avec moi. Vers 20 heures, la pluie s'est arrêtée brusquement, comme si on avait fermé un robinet, et dans le silence soudain, j'ai entendu quelque chose se déplacer dans la clairière. Des pas lourds, bipèdes, éclaboussant dans les flaques, et ils venaient directement vers la cabane depuis le nord-est. J'ai attrapé le point 45 et me suis déplacé vers la fenêtre, en restant en retrait du verre, et j'ai attendu. Les pas se sont approchés, lents et délibérés, sans aucune tentative de discrétion. Puis ils se sont arrêtés à environ 5 mètres du porche avant. Je ne voyais rien dans l'obscurité, juste les formes vagues des arbres au bord de la clairière, et l'espace noir où quelque chose de grand se tenait, immobile, respirant juste, et je pouvais entendre la respiration même à travers les murs de la cabane, profonde et lente comme celle d'un taureau, mais avec une sorte de sifflement qui m'a fait penser à des poumons endommagés ou à une cage thoracique trop grande pour une anatomie normale. Nous sommes restés comme ça pendant peut-être 3 minutes, moi figé à la fenêtre avec l'arme pointée sur une obscurité vide, la chose dehors ne faisant rien, juste debout là, et le poids psychologique de la situation était écrasant. La connaissance que quelque chose m'observait et que je ne pouvais pas le voir, pas le combattre, seulement attendre qu'il décide de la suite. Puis, ça a bougé, pas vers la cabane, mais vers la gauche, tournant vers l'abri du générateur. Et j'ai entendu du métal racler. Le bruit de la porte de l'abri contestait. J'avais verrouillé cette porte avec un lourd cadenas, mais maintenant j'entendais le cadenas cliqueter. Non pas qu'on le crochetait ou le manipulait, mais qu'on le tirait fort, le métal hurlant contre le métal, puis un fracas énorme lorsque la porte entière a été arrachée de ses gonds. Le générateur à l'intérieur a rugi pendant peut-être 2 secondes, une sorte de démarrage automatique dû au mouvement soudain, puis s'est éteint à nouveau et j'ai entendu quelque chose de grand se déplacer dans l'abri, renversant des bidons de carburant, jetant du matériel partout. J'ai pensé à sortir, à l'affronter, à faire quelque chose, mais la partie rationnelle de mon cerveau a hurlé que sortir serait un suicide, que la cabane était le seul endroit sûr, même si sûr était un terme relatif à ce moment-là. La chose a passé environ 5 minutes à détruire l'abri du générateur, et je pouvais entendre chaque impact, chaque fracas, la façon méthodique avec laquelle il démolissait la structure, puis le silence à nouveau. Un long silence vide qui était en quelque sorte pire que le bruit. J'ai attendu, transpirant malgré le froid, le doigt sur la détente, et j'ai essayé de me souvenir de ma formation, de penser tactiquement, mais rien dans la formation de rangée
ne couvre ce qu'il faut faire quand quelque chose d'impossible vous chasse. Le son suivant est venu de juste au-dessus de moi. Sur le toit, les panneaux de tôle pliant légèrement sous un poids immense. C'était sur le toit de la cabane, marchant lentement d'un bout à l'autre, et chaque pas créait une petite dépression dans les panneaux que je pouvais voir à la faible lumière de la lanterne. J'ai regardé le plafond se déformer et reprendre sa forme à chaque pas. J'ai suivi le mouvement de la chose alors qu'elle parcourait la longueur du toit, et j'ai essayé de ne pas penser à la facilité avec laquelle elle pourrait passer à travers si elle le voulait, à la façon dont ces panneaux de tôle n'arrêteraient rien qui pèse 250 kilos si elle décidait de simplement s'effondrer à travers. Mais elle ne s'est pas effondrée à travers. Elle a juste fait des allers-retours là-haut pendant environ 10 minutes, et j'ai réalisé qu'elle testait la structure, apprenait la disposition, comprenait comment la cabane était construite et où se trouvaient les points faibles. Ce n'était pas un comportement animal aléatoire, c'était de l'intelligence, de la planification. Et cela m'a effrayé plus que tout le reste, parce que cela signifiait que la chose pouvait élaborer des stratégies, pouvait comprendre que le toit était trop solide, alors peut-être essayer la porte ou les fenêtres à la place. Finalement, les pas se sont déplacés vers le bord du toit et je l'ai entendu sauter au sol avec un bruit sourd qui a secoué le plancher de la cabane, puis plus rien. Silence complet à nouveau. J'ai attendu, sans bouger, respirant à peine, et les minutes se sont écoulées sans aucun bruit de l'extérieur. Peut-être qu'elle était partie. Peut-être qu'elle s'était lassée ou avait décidé que je n'en valais pas la peine. Peut-être que je pourrais réellement survivre à cette nuit et trouver un moyen de sortir le matin. Je me trompais sur toute la ligne. À 23h43, je connais l'heure exacte parce que je regardais ma montre. Quelque chose a frappé le mur de la cabane, assez fort pour faire tomber des photos du bureau. Un impact formidable. Toute la structure a tremblé. Puis un autre impact sur un mur différent. Puis un autre. La chose encerclant la cabane et la percutant avec ce qui ressemblait à des coups d'épaule ou peut-être des pierres lancées, je ne pouvais pas dire. Chaque impact était précisément placé, testant différentes sections, et je pouvais entendre le bois craquer. Le calfeutrage entre les rondins commençait à s'effriter, et j'ai réalisé qu'elle essayait de trouver un point faible, d'essayer de percer. J'ai tiré 3 balles à travers le mur en direction du dernier impact, le point 45 assourdissant dans l'espace clos, et pendant environ 30 secondes, il y a eu le silence. Puis, la chose a hurlé. Cette même vocalisation que j'avais entendue sur le sentier, mais beaucoup plus forte, beaucoup plus proche, et avec un élément de rage qui m'a glacé le sang. Le cri a duré environ 8 secondes, montant et descendant, et quand il s'est terminé, j'ai entendu la chose s'éloigner rapidement, s'écrasant à travers les broussailles, mettant de la distance entre nous. Je pensais avoir gagné. Je pensais l'avoir fait fuir. Mais 1 heure plus tard, elle était de retour, et cette fois, les attaques étaient plus ciblées, plus violentes. Elle a frappé la porte, la lourde porte en chêne qui était censée être assez solide pour arrêter un ours, et le cadre s'est fissuré au premier impact. Pas cassé, juste fissuré, et j'ai vu la porte se bomber vers l'intérieur et des éclats apparaître autour des gonds. J'ai vidé le reste du chargeur à travers la porte. 15 balles au total. Aucune idée si j'avais touché quelque chose, mais ayant besoin de faire du bruit, besoin de prouver que je pouvais me défendre. J'ai claqué un nouveau chargeur et j'ai attendu et n'ai rien entendu. Pas de cri, pas de retraite, juste le silence, et je ne savais pas si je l'avais touchée ou si elle se regroupait simplement. J'ai poussé la table plus fort contre la porte, empilé les chaises par-dessus, attrapé la hache d'incendie à côté du poêle et l'ai tenue dans ma main gauche avec le pistolet dans la droite, et je me suis préparé à ce qu'elle entre parce que je savais maintenant qu'elle allait entrer. Ce n'était qu'une question de temps.
Le 7e jour a commencé sans que j'aie dormi du tout. Je suis juste resté là toute la nuit à écouter des bruits qui auraient pu être la chose qui se déplaçait ou qui auraient pu être mon imagination transformant le vent en pas. La forêt à l'aube semblait normale, paisible même. Le soleil matinal dissipant la brume, les oiseaux chantant comme si de rien n'était, et quand j'ai prudemment ouvert la porte de la cabane et vérifié dehors, j'ai trouvé la clairière vide, à l'exception de traces partout, des centaines de traces, et l'abri du générateur, complètement détruit, déchiré et éparpillé sur 20 mètres. J'ai trouvé la porte de l'abri empalée dans un tronc d'arbre à 12 mètres de là, enfoncée de 15 cm, comme si elle avait été lancée avec assez de force pour pénétrer le chêne. J'ai tout photographié avec l'appareil photo numérique de mon kit d'urgence, le seul appareil électronique qui fonctionnait encore, et j'ai essayé de documenter la destruction d'une manière qui prouverait que je n'étais pas fou, que cela s'était réellement produit. Je devais partir, je devais sortir immédiatement, mais mon camion ne démarrait pas. Le moteur tournait mais ne prenait pas, et quand j'ai ouvert le capot, j'ai trouvé le faisceau de câbles arraché, pas coupé, mais tiré, et les câbles de la batterie déconnectés, et j'ai compris que la chose avait saboté mon véhicule à un moment donné, probablement pendant que je me terrais à l'intérieur de la cabane. Je pouvais réparer le câblage, ce n'était pas le problème, mais la prise de conscience qu'elle comprenait les véhicules, qu'elle comprenait que déconnecter des composants spécifiques me piégerait ici, ce niveau d'intelligence était paralysant. J'ai passé 2 heures à recabler le faisceau et à reconnecter la batterie, travaillant rapidement et vérifiant constamment la lisière des arbres, et j'ai finalement réussi à faire tourner le moteur. Mais il était alors presque midi, et je devais encore décider si je devais risquer les routes forestières en plein jour ou attendre une autre nuit dans la cabane, et les 2 options me semblaient suicidaires. J'ai choisi de rester, et j'ai regretté cette décision chaque jour depuis. J'aurais dû risquer les routes, j'aurais dû partir sur le champ, même si cela signifiait m'enliser ou avoir un accident. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai passé l'après-midi à fortifier la cabane, à barricader les fenêtres avec du bois de rechange de l'abri détruit, à renforcer la porte avec des entretoises supplémentaires, à construire une position défensive dans le coin le plus éloigné de tous les points d'entrée. J'ai chargé tous les chargeurs que j'avais pour le point 45, 48 balles au total, et je les ai placés à portée de main. J'ai rempli des récipients avec de l'eau du ruisseau au cas où cela deviendrait un siège. J'ai utilisé l'appareil photo qui fonctionnait pour tout documenter, pour créer un dossier, et j'ai enregistré un message vidéo expliquant ce qui se passait au cas où je ne m'en sortirais pas, au cas où quelqu'un trouverait la cabane plus tard et aurait besoin de savoir. J'ai toujours ces images, stockées sur une carte SD que je garde dans un coffre-fort à Tulsa, et je ne les ai jamais regardées parce que je n'ai pas besoin de me souvenir du regard dans mes propres yeux, de la panique à peine contrôlée. La chose est revenue à 1h23 du matin, et cette fois, il n'y a pas eu d'encerclement, pas de test, pas de reconnaissance patiente. Elle est allée droit à la porte avec le genre de violence qui suggérait qu'elle avait fini de jouer. Le premier impact a brisé le gonds supérieur et le cadre de la porte s'est fissuré verticalement. Et j'ai tiré 4 balles à travers la porte en espérant toucher le centre de la masse, mais en sachant que ce ne serait pas suffisant. Le deuxième impact a arraché la porte complètement du gonds inférieur et elle a basculé vers l'intérieur, sur le seul gonds du milieu, suspendu en biais, et je pouvais voir quelque chose bouger dans l'obscurité au-delà. Quelque chose de massif et de sombre qui masquait les étoiles. J'ai tiré 3 autres balles, et j'en ai entendu une frapper avec un bruit de claque humide, mais ça ne l'a pas ralenti, ça ne l'a pas arrêté, et le troisième impact a arraché la porte complètement, et elle s'est écrasée à l'intérieur avec la table que j'avais calée contre elle. Et puis elle était là, dans l'embrasure de la porte, et je l'ai vue clairement pour la première fois dans la lumière de la lanterne, et mon cerveau a tenté de rejeter ce que mes yeux voyaient.
2,50 m, peut-être plus, des épaules si larges qu'elles passaient à peine dans le cadre de la porte, couvertes de poils ou de fourrure foncée qui semblait emmêlée et sale. Et l'odeur, bon sang l'odeur, m'a frappé comme une force physique. De la viande en décomposition, du musc et quelque chose de chimique et d'anormal. Le visage était le pire, presque humain mais pas tout à fait. Une arcade sourcilière proéminente, des yeux enfoncés qui captaient la lumière et la reflétaient en ambre, un nez large et plat, et une bouche qui s'ouvrait pour montrer des dents qui n'avaient rien d'humain, plus longues et plus pointues, et conçues pour déchirer. Elle a émis un son, ce grognement bas et guttural qui a dressé tous les poils de mon corps, et a commencé à franchir le seuil, et j'ai tiré toutes les balles restantes du chargeur directement sur sa poitrine, 10 tirs à environ 2,50 m de distance, et j'ai vu au moins 6 la toucher. J'ai vu les impacts secouer son torse. J'ai vu du sang sombre gicler. Et elle ne s'est pas arrêtée, n'a même pas ralenti, a juste continué d'avancer. J'ai lâché le pistolet et j'ai attrapé le pistolet lance-fusée de mon sac d'urgence. Le pistolet lance-fusée orange vif de calibre 12 que j'avais apporté pour signaler en cas d'urgence. Et je n'ai pas visé, je n'ai pas réfléchi. Je l'ai juste pointé vers le centre de la masse de la chose et j'ai appuyé sur la détente. La fusée l'a frappé en plein dans la poitrine et s'est enflammée immédiatement. Le magnésium brûlant à plus de 2000 degrés et la chose a hurlé, le son le plus horrible que j'ai jamais entendu, de la douleur, de la rage et quelque chose qui ressemblait presque à des mots, mais pas tout à fait. La fusée s'est enfoncée dans sa poitrine, en brûlant, et elle a reculé en chancelant, se frappant pour éteindre le magnésium en feu, et l'odeur de poils et de chair brûlée a rempli la cabane et m'a donné la nausée. Elle s'est retirée par l'embrasure de la porte, en hurlant toujours, essayant toujours d'enlever la fusée, et je pouvais la voir clairement dans la lumière blanche et vive, voir chaque détail que je ne voulais pas voir. L'intelligence dans ses yeux, la fureur, la douleur. Puis, elle s'est retournée et a couru, s'écrasant à travers la clairière et dans les arbres, et je pouvais suivre son mouvement grâce à la lumière brûlante de la fusée incrustée dans sa poitrine. Je pouvais voir la lueur se déplacer rapidement à travers la forêt, se dirigeant vers la crête des Kiamichi, et les hurlements ont continué pendant environ 90 secondes avant de finalement s'estomper au loin. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. Je suis juste resté là, dans la cabane, en ruine, avec le pistolet lance-fusée toujours pointé sur l'embrasure de la porte vide. Et finalement, mes jambes ont cédé et je me suis assis lourdement sur le sol. La porte avait disparu. Le cadre était détruit. L'air froid de la nuit s'engouffrait. Et je pouvais entendre les bruits normaux de la forêt revenir. Des grillons et un hibou quelque part au loin, comme si les bois expiraient après avoir retenu leur souffle. Je ne me souviens pas avoir pris la décision de partir, mais je me suis retrouvé à charger le camion avec mon équipement essentiel, l'appareil photo avec sa carte SD, l'enregistreur vocal, mes notes, et j'ai laissé tout le reste. Je suis monté dans le camion vers 2h15 du matin et j'ai commencé à rouler sur la Forest Road 6032 dans l'obscurité totale, sans phare, parce que j'étais terrifié à l'idée que la lumière la ramène. Et j'ai conduit au clair de lune, de mémoire et par pure chance. Et 2 fois j'ai heurté des ravines, assez fort pour fissurer les cieux. Mais le camion a continué à rouler, à avancer, et je ne me suis pas arrêté avant d'avoir traversé Onobia et d'être sur l'autoroute goudronnée en direction de Talihina. Je suis allé directement au bureau du district de Washita et j'ai frappé à la porte jusqu'à ce que le superviseur Carson sorte de son appartement à l'étage. Et j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Mais les mots sont sortis de travers, confus, frénétiques et incohérents.
Il m'a emmené aux urgences de Wilburton, où un médecin m'a examiné pour des blessures et n'en a trouvé aucune. Pas de morsure, pas de griffure, juste des bleus sur mes épaules à cause du recul de l'arme et des brûlures de corde sur mes mains à cause de quelque chose que je ne me souvenais pas avoir fait. Ils m'ont donné un sédatif et ont appelé Carson pour qu'il vienne me chercher. Et le lendemain matin, j'étais de retour au bureau, essayant d'expliquer à Carson et à l'agent de police du district Hayes ce qui s'était passé au poste de Billy Creek. Je leur ai montré les images de la caméra, les traces, l'abri détruit, la porte arrachée, et ils ont écouté poliment et m'ont demandé si j'avais bu ou pris de la drogue. Et quand j'ai dit non, ils m'ont demandé si je m'étais cogné la tête, si j'avais eu des chutes ou des accidents qui auraient pu causer de la confusion. Hayes est allé au poste le lendemain avec 2 autres agents et est revenu avec des photos montrant la cabane complètement intacte, la porte en parfait état, aucun dommage au cadre, l'abri du générateur non perturbé, aucune trace nulle part. Ils ont trouvé mes douilles, toutes les 15, éparpillées à l'intérieur de la cabane, et ils ont trouvé des impacts de balles, dans les murs et la porte, mais pas de sang, pas de poils, pas de tissu, rien qui suggère que j'avais touché quoi que ce soit. Ils ont trouvé le pistolet lance-fusée d'urgence avec une cartouche tirée, mais aucune trace de l'endroit où la fusée était allée ou de ce qu'elle avait touché. La radio fonctionnait parfaitement quand Hayes l'a testée. Toutes les fréquences étaient claires, et ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi elle était tombée en panne pour moi, mais ont suggéré que je ne l'avais peut-être pas utilisée correctement. Mon téléphone ne s'allumait toujours pas, mais un technicien à Tulsa a déterminé plus tard qu'il avait subi une défaillance catastrophique de la carte mère d'origine inconnue, et m'en a donné un de remplacement sous garantie. Le McAllister News Capital a publié un petit article sur mon incident, peut-être 4 paragraphes en page 8, avec le titre « Un ranger signale une rencontre dans un poste isolé, aucune preuve trouvée ». Et il citait un responsable anonyme de la faune disant que l'explication la plus probable était un ours noir présentant un comportement inhabituel, possiblement enragé. L'article mentionnait que j'avais demandé une mutation pour des fonctions de parc urbain à Tulsa et que la demande avait été acceptée. Mon téléphone a sonné une 12aine de fois la semaine suivante, principalement des amateurs de cryptozoologie qui avaient vu l'article et voulaient des détails. Et je leur ai tous dit la même chose, que je ne pouvais pas commenter une enquête en cours, même s'il n'y avait pas d'enquête. Le département de la conservation de la faune de l'Oklahoma a publié une brève déclaration disant qu'ils étaient au courant du rapport et surveillaient la situation, mais n'avaient trouvé aucune preuve d'activité prédatrice inhabituelle dans la forêt nationale de Ouachita. J'ai déménagé à Tulsa 3 semaines plus tard et j'ai pris un poste de gestion des sentiers à Chandler Park, un bel espace vert urbain avec des chemins pavés et des patrouilles de police régulières et pas d'obscurité plus profonde qu'un intervalle entre 2 lampadaires. Je dors mieux maintenant, la plupart du temps, sauf quand j'entends des hiboux ou quand le vent fait craquer les branches des arbres. Et alors, je suis de retour dans cette cabane à compter les secondes jusqu'au prochain impact. Je compte les carreaux du plafond dans les restaurants maintenant. Je repère les issues de secours dans chaque bâtiment où j'entre. Je ne peux pas m'asseoir dos à une porte ou à une fenêtre, et j'ai complètement arrêté de camper après une seule tentative, en 2022, qui s'est terminée par une crise de panique dans les toilettes d'un parc d'État quand quelqu'un a frappé à la porte de la cabine. Je vais voir une thérapeute en centre-ville tous les mardis. Ça fait 3 ans maintenant. Et elle est spécialisée dans le TSPT, dû aux attaques d'animaux sauvages, même si je ne lui ai jamais raconté toute l'histoire. Jamais expliqué que la chose qui a franchi cette porte n'était pas un animal d'une manière qu'elle comprendrait. La carte SD de mon appareil photo est dans un coffre-fort, dans une banque du centre-ville de Tulsa, et on m'a demandé plusieurs fois de la fournir à des chercheurs ou des enquêteurs, mais je refuse toujours parce que je sais ce qui se passerait.
il l'analyserait et trouverait des moyens de la rejeter, pointerait du doigt des ombres et des distorsions, et dirait que ça pourrait être n'importe quoi. Un ours, ou une personne en costume, ou un canular délibéré. Les images montrent exactement ce que j'ai vu, montrent la chose clairement dans l'embrasure de la porte, pendant peut-être 4 secondes de clarté parfaite, avant que la fusée ne frappe et que tout devienne une lumière blanche surexposée. Et pendant ces 4 secondes, on peut voir chaque détail, les yeux ambrés et les larges épaules, et le visage qui est presque humain, mais dont toutes les proportions sont fausses. Et je n'ai besoin de personne pour me dire que ce n'est pas réel, quand je sais ce qui a essayé de me tuer cette nuit-là. Parfois je pense à Sullivan, au ranger précédent qui est parti 3 jours plus tôt, en prétextant une urgence familiale. Et je me demande s'il a vu la même chose que moi, s'il a survécu au même genre d'attaque. Et j'ai essayé de le contacter plusieurs fois, mais il a changé de numéro et a déménagé dans un autre État et a fait très clairement savoir, par des intermédiaires, qu'il ne voulait pas parler de son séjour au poste de Billy Creek. Je respecte ça, je le comprends complètement, parce que parler de ça fait juste que les gens vous regardent différemment, les amène à vous classer mentalement comme peu fiables ou endommagés ou fous. Et j'en ai marre de voir ce regard dans les yeux des gens. La femme de la station-service à Onobia, celle qui m'avait mis en garde contre les Kiamichi, elle m'a envoyé une carte environ 6 mois après ma mutation à Tulsa. Juste une simple carte qui disait « Contente que vous vous en soyez sortis, la plupart n'y arrivent pas ». Et il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de signature, juste cette seule phrase, et je l'ai gardée un moment avant de la jeter parce que je ne voulais pas du rappel. Je traverse parfois le sud-est de l'Oklahoma quand je dois le faire, pour des voyages de travail ou pour rendre visite à de la famille en Arkansas, et je prends toujours l'autoroute, jamais les routes secondaires, jamais rien qui s'approche des Ouachitas. Même sur l'autoroute, quand je vois les montagnes au loin, je ressens cette même oppression dans ma poitrine, cette même conscience de proie qui me dit que quelque chose là-dedans se souvient de moi, me cherche peut-être encore, et j'appuie plus fort sur l'accélérateur et j'essaie de ne pas penser à ce qui se déplace à travers ces crêtes et ces vallées, à ce qui surveille les routes forestières et attend le prochain ranger solo pour occuper le poste de Billy Creek. Carson m'a appelé il y a environ 4 mois et m'a demandé si je serais prêt à faire une rotation de 2 semaines à Billy Creek. Il a dit qu'ils avaient du mal à trouver quelqu'un qui veuille accepter la mission. Et j'ai ri, j'ai vraiment ri, avant de réaliser qu'il était sérieux. Je lui ai dit que je préférerais démissionner plutôt que de passer une autre nuit dans cette forêt. Et il n'a pas insisté, a juste dit qu'il comprenait et a raccroché, et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. La fusée m'a sauvé. C'est la seule vérité concrète que je retire de toute cette expérience. Rien d'autre de ce que j'ai fait n'a compté, ni les balles de .45 qui l'ont touché sans rien faire, ni la porte barricadée, ni ma formation ou mon expérience ou ma préparation. Rien de tout cela n'aurait arrêté ce qui a franchi cette porte. La seule raison pour laquelle je suis en vie, c'est parce que j'ai tiré une fusée au magnésium à bout portant et que la réaction chimique brûlante l'a suffisamment blessé pour le faire fuir, l'a distrait avec suffisamment de douleur et de lumière pour qu'il m'oublie et se concentre sur sa propre survie. C'était de la chance, de la pure chance aléatoire que j'ai le pistolet lance-fusée dans mon sac d'urgence, que je me sois souvenu de son existence dans cette fraction de seconde de panique, que mes mains n'aient pas trop tremblé pour viser, et j'y pense tout le temps. Je pense que si j'avais oublié le pistolet lance-fusée, ou si j'avais attrapé le spray anti-ours à la place, je serais mort, à l'heure qu'il est, ou pire que mort, traîné dans les Kiamichi et jamais retrouvé. Je me réveille encore à 1h23 du matin parfois, peu importe à quelle heure je me suis couché. Mon corps connaît juste cette heure, sait que c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte et que tout a changé, et je reste allongé dans mon appartement à Tulsa à écouter les bruits de la ville et à essayer de me convaincre que je suis en sécurité
que rien de la forêt ne peut m'atteindre ici. Mais je sais que c'est faux. Je sais que la sécurité est une illusion, et que cette chose est toujours là dehors, se déplaçant toujours à travers les Ouachitas, testant toujours les portes, et apprenant et s'adaptant, et qu'elle finira par trouver quelqu'un qui n'a pas de pistolet lance-fusée, quelqu'un qui prend toutes les bonnes décisions et se bat avec acharnement, et fait tout correctement, et meurt quand même, parce qu'on ne peut pas arrêter quelque chose comme ça, avec des armes normales, avec des plans normaux. Le prochain ranger qui ira au poste de Billy Creek, quand Carson trouvera enfin quelqu'un d'assez désespéré ou d'assez naïf pour accepter la mission, j'espère qu'il aura de la chance. J'espère qu'il aura quelque chose qui pourra le sauver quand les tests se transformeront en violence et que la porte commencera à se briser. Parce que la chance est tout ce qui compte à la fin. La chance et peut-être la volonté de croire que quelque chose d'impossible est réel avant que ça ne vous tue. Je suis assis dans le bureau de ma thérapeute en ce moment, mardi après-midi. Le plafond familier avec la tache d'humidité qui ressemble au profil d'un chien, comptant les carreaux comme je le fais toujours, 127 au total, dans un motif que j'ai mémorisé jusqu'aux fissures individuelles. Et elle me demande comment s'est passée ma semaine et si j'ai eu des troubles du sommeil. Et je lui donne les réponses qu'elle veut entendre, en disant que j'ai bien dormi, que les exercices de respiration aident, que je me sens plus ancré. Mais je mens. Je mens depuis la première séance. Parce que comment puis-je expliquer que je ne peux pas être ancré quand je sais ce qui est réel, quand j'ai vu ce qui vit dans les endroits que nous prétendons comprendre et contrôler. Elle pense que je vais mieux, pense que le TSPT de l'attaque d'ours guérit lentement, pense que dans 1 an ou 2, je pourrai à nouveau camper, peut-être même retourner au travail en pleine nature. Et je la laisse penser ça, parce que l'alternative est d'essayer d'expliquer la vérité et de regarder son expression changer pour ce masque professionnel soigneusement neutre, qui signifie qu'elle me diagnostique déjà quelque chose de pire que le TSPT. Les montagnes Kiamichi sont toujours là, toujours en attente, et le poste de Billy Creek est probablement occupé en ce moment par un nouveau ranger qui ne connaît pas l'histoire, qui ne connaît pas Sullivan, ou moi, ou celui qui est venu avant Sullivan et a laissé ses propres avertissements que personne n'a écoutés. Le service forestier ne signale pas ces missions comme dangereuses, n'avertit pas les gens, ne met pas de panneaux disant « Cet endroit vous mettra à l'épreuve, et si vous n'avez pas de chance, vous mourrez, et personne ne croira que c'est arrivé. » Ils envoient juste des rangers là-bas toutes les 2 semaines, comme si c'était un travail de routine, comme si ce n'était que des arbres, et des sentiers, et une faune qui suit des schémas prévisibles. Et peut-être que certaines rotations se passent bien. Peut-être que la chose dans la forêt ne se montre pas à chaque fois. Peut-être qu'elle a des cycles, ou des territoires, ou des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, pour décider quand traquer et attaquer, et quand laisser les gens tranquilles. Mais finalement, elle revient. Finalement, quelqu'un d'autre se tiendra dans cette cabane à 1h23 du matin, avec quelque chose d'impossible qui défonce la porte. Et j'espère, pour l'amour de Dieu, qu'ils auront quelque chose qui brûle assez fort pour la faire fuir. Je n'ai dit à personne la vérité complète. Je n'ai pas tout exposé comme ça. Je n'ai pas admis que je sais exactement ce que j'ai vu et qu'aucune quantité de scepticisme ou d'explications alternatives ne changera ces faits. Le dossier officiel dit que j'ai eu une rencontre avec un ours agressif, possiblement enragé, défendant peut-être ses petits, et que l'ours a endommagé l'abri du générateur et testé la porte de la cabane avant d'être repoussé par des tirs. Le dossier dit que ma perception des événements a probablement été déformée par la peur et l'isolement, et que le manque de preuves physiques soutient la conclusion que la menace était réelle, mais pas aussi extrême que je le croyais sur le moment. Le dossier est faux, délibérément faux,
Faux d'une manière qui protège le service forestier de toute responsabilité et protège les gens de vérité qu'ils ne sont pas équipés pour gérer. Et je le laisse être faux, parce que le combattre ne ferait que me nuire davantage sans rien changer. Mais je sais ce qui s'est passé au poste de Billy Creek en octobre 2021. Je le sais avec le genre de certitude qui vient du fait d'avoir survécu à quelque chose qui aurait dû vous tuer. Et je sais que ce pistolet lance-fusée n'était pas un équipement standard, n'était même pas sur la liste d'équipements recommandés. Je l'avais acheté moi-même des années plus tôt, pour un voyage de randonnée dans le Colorado, et je l'avais juste gardé dans mon kit d'urgence par habitude. Pure chance aléatoire qu'il soit là, que je l'ai vérifié avant la mission et remplacé la fusée périmée par une nouvelle, que ma main l'ait trouvée dans le noir, pendant que mon esprit rationnel hurlait que rien ne pouvait me sauver. 4 secondes de magnésium brûlant à plus de 2000 degrés. 4 secondes de lumière si vive qu'elle a laissé des images rémanentes pendant des jours. 4 secondes qui m'ont acheté juste assez de temps pour courir. Et si la fusée avait été vieille ou humide, ou si j'avais raté mon tir, ou si la chose avait simplement surmonté la douleur et continué d'avancer, je ne serais pas ici à compter les carreaux du plafond et à faire semblant d'aller bien. Les gens avec qui je travaille à Chandler Park pensent que je suis un peu bizarre, un peu trop sérieux, trop prudent à l'heure de la fermeture, trop insistant sur un éclairage adéquat. Mais ils ne demandent pas pourquoi, parce que tout le monde a ses bizarreries et les miennes sont assez inoffensives. Je suis bon dans mon travail, je maintiens les sentiers, je coordonne les équipes de bénévoles, je gère les événements publics. J'arrive à l'heure et je pars à l'heure, et je ne me porte jamais volontaire pour des heures supplémentaires qui me garderont dans le parc après la tombée de la nuit. Ils ne savent pas que je chronomètre mon itinéraire chaque jour pour m'assurer que je suis toujours à une distance de sprint du parking. Ne savent pas que je vérifie constamment la lisière des arbres, même si le parc est entouré de quartiers résidentiels et que le plus grand prédateur que nous voyons est un raton laveur. Ils ne savent pas que je garde un pistolet lance-fusée dans mon camion maintenant, un vrai kit de 3 fusées que je remplace chaque année que je l'ai utilisé ou non, et que je me suis entraîné à tirer assez de fois pour recharger en moins de 4 secondes dans l'obscurité totale. 3 ans, et je ne peux toujours pas regarder de documentaire sur la nature. Je ne supporte rien qui montre des primates ou de grands prédateurs, et j'ai dû quitter une salle de cinéma le mois dernier pendant les bandes annonces quand une d'elles montrait quelque chose se déplaçant dans une forêt sombre, avec ce schéma spécifique de mouvement de branches dont je me souviens en suivant la chose par sa lueur après que la fusée l'ait touchée. Mon rencard pensait que j'étais malade, était très inquiète, et je l'ai laissé penser ça parce qu'expliquer la vraie raison aurait rendu la relation très courte, et elle a été courte de toute façon, parce qu'elle voulait aller camper, et je ne pouvais pas expliquer pourquoi ça n'arriverait jamais, sans avoir l'air endommagé ou paranoïaque, ou les deux. Je suis seul la plupart du temps maintenant, ce qui est bien, préférable même, parce qu'être seul signifie prendre des décisions uniquement pour soi-même, signifie ne pas avoir à s'inquiéter de protéger quelqu'un d'autre quand la forêt vous met à l'épreuve et vous trouve insuffisant. Je pense beaucoup au feu maintenant, à la façon dont c'est la seule chose qui a semblé affecter ce qui m'a attaqué. La seule arme qui a vraiment compté. Les balles n'ont rien fait, ma force physique n'a rien fait, les portes verrouillées n'ont rien fait. Mais le magnésium en feu l'a fait hurler et fuir, et ça me dit quelque chose d'important sur ce que c'est, suggère des vulnérabilités qui pourraient peut-être être exploitées si quelqu'un décidait un jour de le chasser vraiment au lieu de prétendre qu'il n'existe pas. Mais personne ne le chasse, personne ne prend les rapports au sérieux, et la chose dans les Kiamichi est libre de continuer à faire ce qu'elle fait depuis aussi longtemps qu'elle est là, testant les postes, traquant les rangers et détruisant occasionnellement du matériel et faisant fuir les gens de leur mission plus tôt
avec des histoires que personne ne croit. L'affaire de la famille Jamison n'a jamais été expliquée. Les corps retrouvés des années après leur disparition sans cause claire de décès, et j'y pense parfois. Je pense à ce qu'ils ont pu voir dans ces montagnes. S'ils ont rencontré la même chose que moi, ou quelque chose d'autre tout aussi impossible. L'enquête officielle a mentionné un comportement inhabituel avant leur disparition, a mentionné qu'ils avaient peur de quelque chose, et je me demande s'ils ont vu des traces, ou entendu des vocalisations, ou trouvé des preuves qui les ont conduits dans la forêt pour enquêter. Je me demande s'ils avaient des pistolets lance-fusées, s'ils avaient la moindre chance, ou s'ils ont juste été malchanceux d'une manière que j'ai failli l'être, attrapés par quelque chose qui ne laisse aucune preuve, parce que c'est prudent et intelligent, et a appris, au fil des années, ou des décennies, ou plus longtemps, comment chasser sans laisser de traces. Parfois, quand je suis éveillé à 1h23 du matin, je pense à y retourner. Je pense à organiser une vraie expédition avec un équipement et une documentation appropriée et peut-être assez de puissance de feu pour vraiment abattre la chose si elle se montre à nouveau. Mais je sais que je ne le ferai pas. Je sais que je n'ai pas le courage ou la stupidité, ou quelle que soit la qualité qu'il faut, pour retourner dans cette forêt en sachant ce qui y attend. J'ai survécu une fois par pure chance, et je ne vais pas tester cette chance à nouveau. Pas me remettre dans cette position. Pas retourner dans un endroit où les règles que je pensais régir la réalité se sont avérées au mieux incomplètes et au pire complètement fausses. Les montagnes peuvent garder leurs secrets, et le service forestier peut continuer à pourvoir le poste de Billy Creek avec des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Et peut-être que c'est mieux ainsi, parce que savoir ne les sauverait pas de toute façon. Savoir ne m'a pas empêché de vivre exactement la même expérience que Sullivan et celui qui est venu avant lui. Mes mains tremblent à nouveau. Elles tremblent depuis que j'ai commencé à taper ceci, depuis que j'ai décidé d'écrire enfin la vérité complète, même si je ne la montrerai jamais à personne, même si elle restera juste dans un fichier verrouillé sur mon ordinateur portable à côté du témoignage vidéo que j'ai enregistré dans la cabane et des photographies de l'appareil que personne ne croit réelles. L'écrire ne rend pas les choses meilleures, ne réduit pas le poids de tout ça, mais au moins ça existe maintenant, sous une forme cohérente. Au moins, il y a un dossier qui dit exactement ce qui s'est passé sans la désinfection officielle ou le rejet sceptique. Quelqu'un trouvera ça un jour, après ma mort, ou s'il m'arrive quelque chose, et peut-être qu'ils y croiront, ou peut-être qu'ils l'ajouteront simplement à la pile de bêtises cryptozoologiques qui remplit Internet. Mais ce sera là de toute façon la vérité dans sa forme brute, et ça doit compter pour quelque chose. L'horloge sur le mur de ma thérapeute indique 15h47, et notre séance est presque terminée, et elle me demande si je veux prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, et je dis oui, comme je le fais toujours. Maintenant la routine, gardant les rendez-vous, faisant toutes les choses que les gens en convalescence sont censés faire. Mais je ne suis pas en convalescence. Pas vraiment. Je deviens juste meilleur pour cacher la vérité, meilleur pour fonctionner malgré la connaissance, meilleur pour prétendre que le monde est sûr et compréhensible, alors que je sais avec une certitude absolue qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Les Kiamichi sont à 73 miles au sud-est de l'endroit où je suis assis en ce moment. Je l'ai mesuré sur une carte une nuit où je ne pouvais pas dormir, et 73 miles semble à la fois infiniment loin et dangereusement proche, et j'essaie de ne pas penser à ce qui se passerait si la chose décidait un jour de quitter les montagnes, si elle se lassait de traquer les rangers et commençait à se déplacer vers les zones peuplées. Mais elle ne quittera pas les montagnes. Je me le dis constamment, je me dis qu'elle est territoriale et a tout ce dont elle a besoin dans cette nature sauvage et n'a aucune raison d'étendre son territoire. Je me dis qu'elle se remet probablement encore des brûlures de la fusée,
que le magnésium brûlant dans la chair causerait de graves dommages à long terme, que peut-être elle a appris de la rencontre que les humains peuvent être dangereux et doivent être évités. Je me raconte ces mensonges réconfortants, parce que l'alternative est d'accepter que quelque chose que je ne peux pas arrêter et que je ne peux pas prouver existe, est là dehors à faire ce qu'il veut. Et ce genre de connaissance rend la vie normale impossible, rend chaque son suspect et chaque ombre menaçante, et chaque forêt sombre un terrain de chasse potentiel. Le truc avec le traumatisme, c'est qu'il ne s'estompe pas comme les gens s'y attendent. Il ne suit pas une courbe de rétablissement net, où l'on va de mieux en mieux jusqu'à ce qu'un jour, on aille bien à nouveau. Il change juste de forme, devient quelque chose que l'on porte, au lieu de quelque chose qui vous détruit activement. Et on apprend à fonctionner autour de ça comme on apprendrait à fonctionner avec une douleur chronique ou un membre en moins. 3 ans plus tard, et je peux travailler, manger, dormir et maintenir quelque chose qui ressemble à une vie normale. Mais je ne peux pas le faire sans une conscience constante, sans repérer les issues de secours, éviter certaines situations et garder des armes à proximité. Les gens pensent que le TSPT vous rend fragile, mais ce qu'il fait vraiment, c'est vous rendre hyper compétent de manière spécifique, tout en vous laissant complètement incapable de gérer d'autres choses. Et je suis extrêmement bon maintenant pour rester en vie et extrêmement mauvais pour tout ce qui nécessite de la vulnérabilité ou de la confiance. Je marche vers mon camion sur le parking devant le cabinet de la thérapeute et le soleil se couche et la lumière à travers les arbres frappe exactement sous l'angle où elle frappait quand j'ai vu la chose pour la première fois dans l'embrasure de la cabane. Cette lueur rouge-orangée qui rend tout surréaliste et dangereux. Et je dois m'arrêter de marcher et compter ma respiration et me rappeler que je suis à Tulsa. Je suis sur un parking avec des caméras de sécurité et d'autres personnes à proximité. Rien ne peut m'arriver ici, mais mon corps n'y croit pas. Mon système nerveux crie que le coucher du soleil signifie danger et que je dois être en sécurité quelque part avant la nuit noire. Et je suis là à compter mes respirations pendant qu'un couple passe et me lance des regards inquiets. Et je suis sûr qu'ils se demandent ce qui ne va pas avec le type bizarre qui fait une crise de panique sur le parking. Et je ne peux pas leur expliquer pas plus que je ne pourrais l'expliquer à ma thérapeute. Le trajet jusqu'à la maison prend 15 minutes par les rues de la ville et je passe tout le temps à vérifier mes rétroviseurs pour voir si quelque chose me suit, même si c'est irrationnel et impossible, et exactement le genre de pensée qui me vaudrait une prescription de médicaments plus forts si je l'admettais à voix haute. Mon immeuble est bien éclairé et sécurisé et au 8e étage, ce qui devrait me donner un sentiment de sécurité. Mais ce n'est pas le cas, parce que les fenêtres sont grandes et donnent à l'est vers l'horizon où les Ouachitas se dressent au loin. Et par temps clair, je peux voir la ligne sombre des montagnes, si je regarde. Et j'ai appris à ne pas regarder. Je verrouille la porte à double tour, je vérifie toutes les fenêtres et j'allume toutes les lumières. Et j'essaie de m'installer dans ma routine du soir, d'essayer d'être normal, d'essayer de me convaincre que la chose qui a défoncé la porte de la cabane ne peut pas m'atteindre ici, ne peut pas escalader 8 étages, ou naviguer dans une ville, ou me suivre à travers les rues de banlieue. Mais je sais à quel point elle est intelligente, à quel point elle est méthodique, patiente et capable d'apprendre. Et je sais que la distance n'est au mieux qu'une protection temporaire. Et parfois, je pense que la seule raison pour laquelle je suis en sécurité, c'est parce qu'elle a des cibles plus faciles, qu'elle a un approvisionnement rotatif de rangers, de randonneurs et de chasseurs qui se déplacent sur son territoire. Et pourquoi s'embêterait-elle à suivre une personne spécifique jusqu'à la ville, alors qu'il y a toujours quelqu'un de nouveau qui arrive au poste de Billy Creek, toujours quelqu'un qui installe son campement en pleine nature,
toujours des proies disponibles dans l'environnement qu'elle contrôle. Je suis en sécurité par insignifiance, en étant juste une personne de plus qu'elle a rencontrée et n'a pas réussi à tuer. Et c'est un mince réconfort, mais c'est tout ce que j'ai. Mon ordinateur portable est posé sur le bureau et je fixe le fichier où j'ai écrit ce récit et je me demande quoi en faire. S'il faut le crypter ou le supprimer ou en envoyer des copies à des gens en qui j'ai confiance. Sauf que je ne fais confiance à personne avec ça, parce que la confiance exige la croyance. Et personne ne croit des histoires comme celle-ci, sans preuve, que je ne peux pas fournir. La carte SD dans le coffre-fort montre quelque chose, montre assez pour que quiconque la visionne doive reconnaître avoir vu quelque chose d'inhabituel. Mais inhabituel ne prouve rien de spécifique, ne confirme pas l'existence de prédateurs bipèdes de 2,50 m dans les montagnes Ouachita, fournit juste des points de données qui peuvent être interprétés de multiples façons en fonction de vos a priori. J'ai regardé les images peut-être 6 fois au total, et à chaque fois je vois la même chose. C'est 4 secondes de clarté parfaite avant que la fusée ne surexpose tout, et à chaque fois je suis frappé par à quel point ça a l'air faux, comment les proportions sont presque mais pas tout à fait humaines, comment le mouvement est à la fois familier et étranger. La partie scientifique de mon cerveau veut l'analyser, veut mesurer, catégoriser et déterminer des spécifications exactes, mais la partie traumatisée veut juste oublier qu'elle a jamais existé, veut supprimer les images et jeter la carte SD et prétendre que j'ai passé 2 semaines paisibles dans un poste en pleine nature et que je suis revenu frais et dispo pour plus de travail en arrière-pays. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas effacer les preuves. Même si les garder signifie vivre avec la tentation constante d'en faire quelque chose, de les envoyer à des chercheurs, ou de les publier en ligne, ou d'essayer de prouver que ce que je sais est vrai. Je garde la carte dans le coffre-fort parce que l'avoir dans mon appartement signifierait la regarder tous les jours, signifierait un rappel constant de ce à quoi j'essaie de ne pas penser. Et le coffre de la banque crée au moins une distance, rend son accès dépendant d'un effort délibéré et d'une planification au lieu d'un revisionnage impulsif au milieu de la nuit. 3 ans, c'est assez long pour que les gens aient cessé de me poser des questions sur l'incident, aient cessé d'en parler au travail ou lors de réunions sociales, les laisser s'estomper dans cette catégorie de choses que nous savons tous être arrivées, mais dont nous ne discutons pas parce qu'il n'y a rien de productif à dire. Carson a pris sa retraite l'année dernière et son remplaçant ne connaît pas mon histoire. C'est juste que je suis le gars qui a été muté dans les parcs urbains et qui a été fiable, bien qu'un peu bizarre depuis. Le nouveau ranger de district ne sait probablement même pas que le poste de Billy Creek existe, n'a probablement pas regardé les rotations de personnel pour les postes de surveillance à distance. Et je me demande s'ils essaient toujours de le pourvoir ou s'ils ont finalement abandonné et automatisé la surveillance ou simplement laissé le poste vide. Je pourrais vérifier, je pourrais appeler le bureau et demander, mais je ne veux pas savoir, parce que s'ils envoient encore des rangers là-bas, alors je suis complice d'une manière ou d'une autre du système qui continue à mettre des gens dans cette situation. Et si le poste est abandonné, alors cela signifie que la chose a gagné. Signifie qu'elle a réussi à rendre un morceau de terre publique inutilisable, et aucune de ces options n'est confortable. L'explication rationnelle, celle que tout le monde veut croire, et celle dont j'essaie parfois de me convaincre dans des moments de désespoir, est que j'ai eu une sorte de crise psychotique provoquée par l'isolement et le stress. Que mon cerveau a fabriqué toute l'expérience en réponse au fait d'être seul dans la nature pour la première fois de ma carrière. Que les traces, les sons et la violence n'étaient que des hallucinations ou une mauvaise interprétation d'événements normaux. Mais cela n'explique pas les preuves physiques, les douilles et les impacts de balles
et l'abri du générateur détruit, que Ace a dit être intact, mais que j'ai vu en morceaux. Cela n'explique pas le départ anticipé de Sullivan, ou les avertissements de la femme à Onobia, ou les autres rapports que j'ai trouvés en ligne de personnes qui ont eu des rencontres dans les Ouachitas et ont été qualifiées de folles ou de menteuses. Le schéma est là si on le cherche, un fil conducteur cohérent d'expériences similaires dans cette chaîne de montagnes spécifique, mais personne avec de l'autorité ne veut regarder, parce que regarder exigerait de reconnaître quelque chose qui ne cadre pas avec leur vision du monde. Je suis fatigué maintenant, épuisé de la manière qui vient du maintien d'une vigilance constante, de passer 3 ans à jouer la normalité tout en sachant que la performance est transparente pour quiconque y prête attention. Ma thérapeute le voit, j'en suis sûr, voit la déconnexion entre ce que je dis et ce que mon langage corporel révèle. Mais elle est assez professionnelle pour ne pas pousser au-delà de ce que je suis prêt à discuter. Les gens au travail le voient moi aussi, voient la façon dont je me raidis à certains sons ou comment je ne participe pas aux sorties de camping qu'ils organisent après le travail, mais ils l'attribuent à une préférence personnelle ou peut-être à de l'anxiété sociale et me laissent tranquille. Reste tranquille. Et c'est bien. Être seul, c'est bien. C'est plus sûr que l'alternative de se rapprocher des gens et de devoir finalement expliquer pourquoi je suis comme je suis. Le pistolet lance-fusée dans mon camion est un talisman maintenant, une ancre psychologique qui me permet de fonctionner en me donnant l'illusion du contrôle. Et je sais que c'est une illusion, parce que si la chose venait me chercher ici à Tulsa, une seule fusée ne me sauverait pas comme elle l'a fait dans la cabane, ne me donnerait pas assez de temps pour m'échapper dans un environnement urbain, où je ne peux pas courir dans une forêt sans fin, ne serait pas suffisante. Mais je le vérifie chaque semaine quand même. Je m'assure que les fusées sont neuves et que le mécanisme de tir fonctionne. Je m'entraîne à le sortir de la boîte à gants. Et je me dis que la préparation compte même quand je sais qu'elle ne compte probablement pas. C'est un rituel sans signification qui apporte du réconfort. Et je prends le réconfort où je peux le trouver, parce que l'alternative est une peur nue et constante, et ce n'est pas durable à long terme. Je ne suis pas retourné dans le sud-est de l'Oklahoma depuis l'incident. J'ai activement évité tout ce qui m'emmènerait dans cette région. Et j'ai perdu le contact avec des amis et de la famille qui y vivent, parce que maintenir ces relations exigerait des visites, et les visites exigeraient de passer devant les montagnes, et je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me mettre même aussi près de l'endroit où c'est arrivé. Les gens comprennent que les relations à distance sont difficiles à maintenir, et ils ont cessé de m'inviter à des rassemblements, ont accepté mon absence comme normale, et je leur en suis reconnaissant parce qu'expliquer serait pire que d'être absent. Ma vie s'est contractée à cet appartement, au parc et au trajet entre les deux. Un environnement soigneusement contrôlé où les variables sont limitées et les surprises rares. Et peut-être que ce n'est pas une vie pleine selon la plupart des normes, mais c'est durable et sûr, et ce sont les priorités maintenant. La question à laquelle je ne peux pas répondre, celle qui me tient éveillé à 1h23 du matin, quand mon corps décide qu'il est temps d'être terrifié, est de savoir si la chose au poste de Billy Creek était unique ou l'une parmi d'autres, si les montagnes Kiamichi cachent une seule anomalie ou une population entière. Les preuves suggèrent des individus isolés plutôt que des groupes reproducteurs. Les rencontres sont assez rares et espacées pour qu'une grande population semble improbable. Mais je n'en sais pas assez en biologie ou en écologie pour l'affirmer. Un seul individu pourrait théoriquement survivre indéfiniment s'il est prudent, s'il chasse assez rarement pour éviter les schémas, s'il a appris au fil des décennies ou des siècles comment exister dans les interstices de la conscience humaine. Et cette possibilité est en quelque sorte pire que l'idée d'une population reproductrice, parce que les populations reproductrices finissent par être trouvées, finissent par laisser assez de preuves pour que le déni devienne impossible,
Mais un survivant solitaire pourrait persister éternellement dans ces montagnes, pourrait continuer à traquer et à tuer selon un cycle que nous ne pouvons ni prédire ni empêcher. Je ferme l'ordinateur portable, j'éteins la plupart des lumières et j'essaie de me préparer à dormir, même si je sais que le sommeil sera difficile, parce que tout écrire a ravivé les souvenirs, frais et à vif. Ce soir, je vais probablement rester éveillé à revivre la rencontre image par image, à analyser mes décisions, à me demander ce que j'aurais pu faire différemment, à me torturer avec des scénarios alternatifs où je n'ai pas eu la chance d'avoir le pistolet lance-fusée, ou où le tir a manqué, ou où la chose a surmonté la douleur et a continué d'avancer. Ces boucles mentales sont épuisantes et improductives, et selon ma thérapeute, la preuve d'une rumination que je devrais interrompre avec des exercices d'ancrage. Mais les exercices ne fonctionnent pas quand la chose sur laquelle je rumine s'est réellement produite, quand le danger était réel et la terreur justifiée et la survie authentique. On ne peut pas s'ancrer hors de vrais souvenirs en se concentrant sur sa respiration et en nommant 5 choses que l'on peut voir. La vérité que personne ne veut entendre, la vérité que j'ai apprise à travers 3 ans de thérapie, de médicaments et de stratégies d'adaptation, est que certains traumatismes ne guérissent pas, ne se résolvent pas, ne se transforment pas en force ou en sagesse, ou en l'un de ces récits positifs que nous racontons sur la survie à des choses terribles. Parfois, le traumatisme vous endommage simplement de façon permanente et vous apprenez à fonctionner malgré les dégâts. Vous apprenez à construire une vie plus petite autour de la blessure. Vous apprenez à éviter les situations qui la rouvriraient. Et peut-être que ce n'est pas inspirant ou plein d'espoir, mais c'est honnête. Et l'honnêteté, c'est la seule chose qui me reste qui semble réelle. La seule ancre dans un monde qui s'est avéré fondamentalement plus étrange et plus dangereux que je ne le croyais possible. L'appartement est calme maintenant, à l'exception des bruits normaux de la ville. La circulation, les sirènes lointaines et les voisins qui bougent, tous les sons de la civilisation humaine qui devraient être réconfortants, mais qui me rappellent seulement à quel point la barrière est mince entre l'ordre et le chaos, à quel point les règles que nous pensons régir la réalité peuvent facilement s'effondrer quand on est assez loin de l'aide et que quelque chose d'impossible décide que vous êtes une proie. J'ai survécu au poste de Billy Creek parce que j'ai eu de la chance, parce que j'avais un outil dont je ne savais pas que j'aurais besoin et la présence d'esprit de l'utiliser au moment critique, et cette chance ne durera pas éternellement. La chance ne dure jamais. Et je sais que finalement, il se passera quelque chose que mes préparatifs ne couvriront pas, et que mon hypervigilance n'empêchera pas, et que mon pistolet lance-fusée ne résoudra pas. Et quand ça arrivera, j'aurai peut-être 4 secondes pour accepter que le monde est exactement aussi dangereux que je l'ai appris le 23 octobre 2021. Et puis, ce sera fini. Mais d'ici là, je continuerai à compter les carreaux du plafond, à repérer les issues de secours, à vérifier le pistolet lance-fusée et à éviter tout ce qui pourrait me ramener vers les montagnes. Et je continuerai à prétendre que c'est une vie normale vécue par une personne normale qui a eu une mauvaise expérience et qui se remet lentement. Et peut-être que si je fais semblant assez longtemps, la performance deviendra réalité, ou du moins durable, et c'est le meilleur résultat que je puisse raisonnablement espérer. La chose dans les Kiamichi est toujours là, je le sais avec une certitude absolue, toujours à traquer, à tester et à attaquer occasionnellement tout ce qui traverse son territoire. Et il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet, sauf espérer que ma seule rencontre violente lui ait appris à éviter les humains, ou du moins à être plus prudente. Mais j'en doute. Je doute que 4 secondes de feu de magnésium aient suffi à changer des schémas de comportement qui sont probablement stables depuis plus longtemps que je ne suis en vie. Il est 23h47 maintenant, et je dois essayer de dormir parce que j'ai du travail demain matin et que les sentiers de Chandler Park ont besoin d'entretien, et que les équipes de bénévoles
ont besoin de coordination et que je dois être assez fonctionnel pour gérer ces responsabilités sans que personne ne remarque que je tiens à peine le coup. Demain, je me réveillerai et je suivrai la routine et je vérifierai mes lignes de mire et je chronométrerai mes itinéraires et j'agirai comme quelqu'un qui va bien. Et peut-être que je serai assez convaincant pour que personne ne pose de questions. Et je passerai une autre journée à prétendre qu'octobre 2021 n'était qu'une mauvaise expérience, que j'ai principalement traitée et intégrée, plutôt qu'un éclatement complet de ma compréhension de ce qui est possible. Et le jour d'après, je le referai. Et le jour d'après. Et les jours s'accumuleront en semaines et en mois, et finalement en années. Et peut-être que les souvenirs s'atténueront légèrement même s'ils ne s'effacent jamais. Et peut-être que la peur deviendra un bruit de fond plutôt qu'une alarme constante. Et peut-être que j'arriverai finalement à quelque chose qui ressemble à la paix. Mais je ne camperai plus jamais. Je ne passerai plus jamais une nuit seul dans la nature. Je ne ferai plus jamais confiance au fait que des portes verrouillées, des armes chargées et une préparation minutieuse suffisent à vous garder en sécurité quand quelque chose d'impossible en décide autrement. Les montagnes seront toujours là à l'horizon, une ligne sombre contre le ciel, quand l'air est assez clair pour voir aussi loin. Et je me demanderai toujours si la chose est toujours au poste de Billy Creek ou si elle a déménagé vers un nouveau territoire. Si elle a appris de notre rencontre ou m'a complètement oublié. Si elle surveille les routes forestières en ce moment même, en attendant des phares qui signalent l'arrivée d'une nouvelle proie. Ce sont des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse, et apprendre à vivre avec cette incertitude est peut-être la partie la plus difficile que la peur ou l'hypervigilance ou la performance constante de la normalité. La seule chose que je sais avec certitude, c'est que la fusée m'a sauvé alors que rien d'autre n'aurait fonctionné. Et j'y reviens sans cesse, parce que c'est le seul fait concret dans une situation pleine d'ambiguïté et de doute. Plus de 2000 degrés de magnésium en combustion ont créé assez de douleur et de distraction pour qu'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire décide que la retraite était préférable à la poursuite de l'attaque. Et ça me dit quelque chose sur la biologie, la vulnérabilité et la possibilité de se défendre, même contre des adversaires qui semblent invincibles. Ça me dit que le feu compte, que la lumière, la chaleur et les brûlures chimiques transcendent les calculs normaux du prédateur et de la proie. Et si jamais je me retrouve dans cette situation à nouveau, si la chose vient un jour me chercher, malgré la distance et les précautions, au moins je sais quelle arme fonctionne vraiment. C'est un petit réconfort, un avantage marginal, mais c'est plus que ce que la plupart des gens auraient, plus que ce que j'avais pendant la majeure partie de cette nuit, avant que la pure chance ne mette ma main sur le pistolet lance-fusée au moment critique. Je vais terminer maintenant. Je vais enregistrer le fichier et fermer l'ordinateur portable et essayer de dormir. Et ce document restera crypté sur mon disque dur, à côté de toutes les autres preuves que personne ne veut voir. Et peut-être qu'un jour après ma mort, quelqu'un le trouvera, le lira et comprendra ce qui s'est réellement passé au poste de Billy Creek en octobre 2021. Ou peut-être qu'ils le rejetteront comme tout le monde l'a fait, le classeront dans la catégorie des bêtises cryptozoologiques ou des fantasmes de dépression nerveuse. Et la vérité mourra avec moi comme elle est morte avec Sullivan et celui qui est venu avant lui. Quoi qu'il en soit, je l'ai écrit, j'ai créé un dossier, j'ai rempli l'obligation que je ressentais de documenter la vérité, et c'est tout ce que je peux faire. Le reste est hors de mon contrôle, a toujours été hors de mon contrôle, et accepter cette limitation est peut-être la seule sagesse que j'ai acquise de tout ce cauchemar. Certaines choses ne peuvent être ni combattues, ni réparées, ni prouvées, seulement survécues et portées, et je suis toujours là à le porter, et ça va devoir suffire.